Bonjour, et bienvenue pour ce nouveau cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Au cours de cette 46e leçon, nous allons entreprendre la deuxième partie de notre exploration de Wokwi. Pour cela, nous allons reprendre le projet de la leçon 45 et le faire évoluer un peu. Au cours des 6 derniers mois sans publier de nouvelles leçons, nous avons analysé les statistiques de cette chaîne et certains commentaires à la recherche d'idées pour améliorer le contenu de nos cours. En tenant compte de nos propres expérimentations avec le simulateur Tinkercad, et devant ses limites vite atteintes, nous avons profité de cette pause pour étudier d'un peu plus près le simulateur Wokwi et avons décidé que nous allions désormais l'utiliser pour nos futures leçons. Donc, dans le but de t'aider à faire cette transition, nous avons choisi depuis la leçon 45 de démarrer un projet qui va évoluer dans le temps en lui ajoutant au moins une nouvelle composante par leçon, ou pour le moins, de nouvelles fonctions tout en explorant le fonctionnement de Wokwi. Ceci précisé, pour la deuxième partie de ce projet, nous allons reprendre le projet de la leçon 45 et lui ajouter un contrôle nommé joystick ou si tu préfères, manette de jeu. L'un des avantages à utiliser un contrôle joystick est sa simplicité au niveau du câblage. Ce seul composant remplace 5 boutons poussoirs et n'utilise que 3 broches d'entrée de l'Arduino et 2 broches pour son alimentation. Commençons. Ce que tu vois ici, c'est une copie du projet de la leçon 45. Nous allons y ajouter une planche d'essai et un contrôle, Analog Joystick. Pour faciliter la recherche, je tape les 2 premières lettres du composant. Maintenant, le joystick. Pour l'orienter dans la position voulue, il suffit de le sélectionner puis d'appuyer sur la touche R au clavier pour rotation. Il ne reste qu'à faire les branchements. Je commence par la broche GND que j'amène à la masse, puis le VCC vers le plus 5 volts, suivi de la broche Select que j'amène à la broche 2 de l'Arduino, la broche horizontale vers l'entrée analogique A1, et la broche verticale vers A2. Voyons ce que ça donne. L'écran LCD2 affiche les valeurs par défaut des boutons Select, horizontal et vertical avant pression. Tandis que l'écran LCD1 affiche la position des boutons Select, horizontal et vertical une fois pressés. Bien entendu, il ne suffit pas de brancher un contrôle joystick pour qu'il agisse comme par magie avec les afficheurs. Nous avions déjà préprogrammé les instructions avant même de débuter cette leçon. Étant donné qu'ici nous avons utilisé pour base de départ le projet de la leçon précédente, il me semble inutile de s'attarder aux instructions que nous avons déjà explorées au cours de la leçon 45.
Aussi je vais me limiter aux nouvelles lignes d'instruction que j'ai ajoutées uniquement pour les besoins de cette leçon. Dans l'entête déclarative, j'ai ajouté 3 variables de type constant integer pour nommer le bouton Select et l'associer à la broche 2 de l'Arduino, suivi du bouton horizontal relié à la broche d'entrée analogique A1, et le bouton vertical relié à la broche d'entrée analogique A2. Pourquoi le bouton Select est connecté à la broche numérique 2, tandis que les deux autres sont connectés à des entrées analogiques? C'est une très bonne question qui mérite explication. Voici le schéma interne de notre joystick analogique. Alimenté par les broches GND et VCC, le bouton vertical et horizontal passe par 2 résistances qui agissent comme diviseurs de tension. Les broches verticales et horizontales sont reliées au centre de ces diviseurs de tension. Lorsqu'aucun de ces boutons n'est pressé, la tension délivrée par ces broches représente 50% de VCC. Les entrées analogiques A1 et A2 supportent de 0 à 5 volts et convertissent cette tension en valeur numérique de 0 à 1023. Donc, 50% de 5 volts est égal à 2,5 volts. Converti en numérique, 50% de 1023 est égal à une valeur numérique de 512. Par contre, la broche Select est reliée à un simple bouton poussoir qui rejoint la masse. Comme tout bouton poussoir, il ne connaît que 2 positions, 0 ou 1, arrêt ou marche, bloqué ou passant. Pour ce type de bouton, il est d'usage de préférer une des broches d'entrée numérique à une broche d'entrée analogique qui sont moins nombreuses et sont de préférence réservées pour l'utilisation de capteurs analogiques. Les 3 variables suivantes sont de type integer. Leur rôle est de stocker la valeur de chaque bouton. 0 ou 1 pour le bouton Select, et 3 valeurs analogiques pour les boutons horizontal et vertical, soit 0, 512 ou 1023. C'est grâce à ces valeurs que nous pourrons interagir au cœur des fonctions programmées. Finalement, la dernière variable déclarée est de type char, je l'ai nommée btn-bapress. Il s'agit d'un tableau de chaînes de caractères. Sa paire de crochets contient le nombre de chaînes de caractères qu'il contient plus 1. Ici, pour cet exemple, le rôle de ce tableau est de rappeler comment on peut utiliser un tableau pour réserver en mémoire 6 chaînes de 0 à 20 caractères ASCII sous une seule variable. Le choix de la chaîne de caractères se fait grâce à l'index. Pour cette leçon, je vais utiliser ce tableau pour l'affichage de l'écran LCD1. C'est tout pour l'entête déclarative. Autour de la fonction Setup, très peu de changements à part la définition du mode Input, Pull-up pour le bouton Select en passant par l'instruction PinMode. Input pour entrer et Pull-up pour tirer vers le haut. Cette instruction place la valeur de la broche 2, BTN Select, à haut ou 1. Ainsi pour passer de haut à bas ou de 1 à 0, il suffira de presser le bouton Select. Ensuite, j'utilise la fonction LCD Print Center pour centrer le mot joystick sur la première ligne de LCD1. Passons maintenant à la fonction Loop. Pas compliqué, une seule instruction qui appelle en boucle la fonction personnalisée, fn-joystick. La fonction personnalisée, fn-joystick, est au centre de cette leçon, car je l'ai développée spécialement pour t'expliquer comment on peut facilement utiliser un contrôle analogique joystick dans Wokwi. Voyons de plus près cette fonction joystick. La fonction joystick se déroule en 3 blocs. Les voici. Étant donné que la fonction joystick est appelée en boucle par la fonction loop, toutes les instructions qu'elle contient sont sans cesse balayées en commençant par ce premier bloc. Ces 3 premières lignes d'instructions évaluent en permanence l'état des 3 boutons du joystick. La première ligne utilise la fonction Digital Read, BTN Select. Son rôle est de lire la valeur du bouton Select et de stocker cette valeur dans la variable Select Value. Comme le bouton Select est relié à la broche 2 qui est numérique, la fonction Digital Read ne connaît que 2 valeurs, soit 0, soit 1, comme n'importe quel bouton poussoir. Ainsi, la valeur de Select Value va changer uniquement si le bouton Select est pressé. Étant donné que dans la fonction Setup nous avions utilisé la fonction PinMode, accompagnée du paramètre Input Pull-up, sa valeur par défaut est égale à 1. Elle passe à 0 en pressant le bouton Select. Les 2 lignes suivantes utilisent la fonction Analog Read pour les boutons horizontal et vertical. Leur rôle est de lire la valeur analogique de chaque bouton et de stocker respectivement cette valeur dans les variables Horizontal Value et Vertical Value. Les boutons horizontal et vertical sont reliés à des broches d'entrées analogiques. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ces 2 boutons délivrent une tension qui varie entre 0 et 5 volts, selon l'état pressé ou non du bouton. Cette tension est automatiquement convertie en valeur analogique de 0 à 1023.
Par défaut, c'est-à-dire, si aucun de ces deux boutons n'est pressé, la valeur lue sera toujours égale à 512. Selon la position pressée de ces boutons, en haut ou en bas, pour le bouton vertical, à gauche ou à droite, pour le bouton horizontal, ces valeurs passeront de 512 à 0, ou de 512 à 1023. Ceci dit, je crois bien que c'est suffisamment clair pour tous. C'est clair comme du cristal. Et si nous passions au deuxième bloc d'instructions? Cette partie est d'une telle simplicité qu'il me semble superflu d'en détailler les 6 lignes qui suivent, si ce n'est pour dire que leur rôle est de gérer l'affichage de l'écran LCD2. Dans ce cas, je me contenterai de préciser que la première ligne utilise la fonction LCD Print Center pour afficher le mot joystick au centre de la première ligne de LCD2. La seconde affiche Select, suivie de la valeur lue du bouton Select. La troisième affiche la valeur du bouton horizontal, et la quatrième affiche celle du bouton vertical. Effectivement, et ces valeurs changent à chaque pression de l'un des boutons. Au risque de me répéter, rien de nouveau dans ce bloc d'instructions. On utilise 3 fonctions bien connues telles que lcd.setCursor, lcd.print ou lcd.print_center pour afficher le texte sur l'écran LCD2. C'est clair, à mon tour d'expliquer le contenu du troisième bloc. D'accord, on t'écoute. Selon moi, c'est la partie la plus intéressante de cette leçon. Merci pour le reste. Non, mais ce que je veux dire, c'est là que se passe l'interaction, ou si tu préfères l'action principale qui offre des choix à l'utilisateur. Des choix bien limités pour cette leçon qui se veut une introduction dans sa plus simple expression. Et bien sûr, c'est voulu. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple plus simple pour arriver à comprendre comment on peut utiliser un joystick pour commander des actions précises. D'ailleurs, si moi j'arrive à le comprendre, ça dit tout. Ok, assez de blabla, on t'écoute. L'ensemble de ce bloc d'instructions tourne autour de 3 commutateurs, 3 instructions, switch cases, sont utilisées. Une par bouton. Comme les instructions if, switch case contrôle le déroulement des programmes en permettant aux programmeurs de spécifier différents codes qui doivent être exécutés dans diverses conditions. En particulier, une instruction switch compare la valeur d'une variable aux valeurs spécifiées dans les instructions case. Lorsqu'une instruction case est trouvée dont la valeur correspond à celle de la variable, le code de cette instruction case est exécuté. Le premier commutateur, switch case, contient entre ses parenthèses la variable select value. Elle correspond à la valeur du bouton select, soit 1 s'il n'est pas pressé ou 0 s'il est pressé. Les instructions switch contiennent toujours une variable entre ces parenthèses qui précède une paire d'accolades pour regrouper l'ensemble de ces cases. Autant de cases que de valeurs possibles. Ici, la variable select value n'a que 2 valeurs, 0 ou 1. Donc on retrouve 2 cases. Une case égale à 0, une case égale à 1. Tu remarqueras qu'après la dernière instruction contenue dans une case, tu retrouves toujours le mot « break » suivi d'un point-virgule. Pourquoi ? Le mot-clé « break » permet de quitter l'instruction switch et est généralement utilisé à la fin de chaque case. Sans instruction break, l'instruction switch continuera à exécuter les expressions suivantes, jusqu'à ce qu'une interruption ou la fin de l'instruction switch soit atteinte. L'utilisation de l'instruction switch case permet de commuter vers la case dont la valeur correspond exactement à la variable de comparaison et d'exécuter les instructions contenues uniquement dans cette case jusqu'au mot-clé « break ». Concentrons-nous sur le premier commutateur, switch select value. Comme on l'a vu un peu plus tôt, la variable select value est égale à digital read, btn select, et de par son initialisation grâce à la fonction pinMode, le définissant comme une entrée avec input pull-up, le bouton select prend par défaut la valeur 1 lorsqu'il n'est pas pressé. Ce qui implique qu'à chaque boucle, select value est égal à 1, donc, tant qu'il n'est pas pressé, l'instruction switch select value commutera vers la case 1 et exécutera l'instruction contenue dans cette case. Mais dès que le bouton select est pressé, select value prend la valeur 0 et exécute plutôt cette instruction. Et il en va de même pour les 2 autres commutateurs correspondant aux valeurs des boutons vertical et horizontal. À une exception près, ces commutateurs réagissent à 3 valeurs, soit 512, valeur par défaut, soit 0 ou 1023 si pressé, tout dépendant du bouton horizontal, pressé à gauche ou à droite,
ou verticale, pressée en haut ou en bas. En bonus pour cette leçon, au tout début, lors des explications concernant la déclaration d'un tableau de type char nommé btn-bapress, dans l'entête déclarative, c'est ici qu'on l'utilise principalement. Toutes les instructions contenues dans chacune des cases appellent tous la fonction personnalisée LCD Print Center. Le premier paramètre commence par le nom de la variable btn-bapress, suivi d'une paire de crochets qui contient l'index de ce tableau, puis le numéro de l'afficheur correspondant à LCD1, et le numéro de la ligne sur laquelle doit apparaître le texte voulu. Le premier commutateur, switch, select value, est utilisé pour définir l'index. Si le bouton select est pressé, select value prend la valeur 0. De ce fait, 0 est l'index de la première chaîne de caractères de ce tableau qui est égal au mot select et sera affiché au centre de la deuxième ligne de LCD1. Et il en va de même pour les autres commutateurs. C'est ainsi que nous affichons la position du bouton pressé sur l'afficheur LCD1, tandis que LCD2 affiche plutôt la valeur des boutons. Cette leçon m'a été très instructive, et nous espérons qu'il en a été de même pour toi aussi. Si oui, tu connais déjà ces consignes pour nous encourager à réaliser d'autres cours d'initiation à la programmation Arduino? En espérant vous retrouver bientôt, merci de votre attention. Merci et au revoir. Easy Weekend Project.